Bonjour et bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on aborde un truc très très concret, une situation que beaucoup redoutent, la douche qui devient glaciale d'un coup. Ah oui, le grand classique. Ou le robinet qui donne plus que de l'eau tiède, voire froide. Ce moment où l'on réalise, mince, plus d'eau chaude. Oui, et ça tombe jamais au bon moment, évidemment. La réaction première, c'est souvent l'agacement, un peu l'impuissance, non? On se demande quoi faire. Exactement. Et c'est pour ça que notre mission là, c'est de regarder ensemble une méthode, un peu un guide de dépannage, pour savoir comment réagir. Bonne idée. L'idée, c'est de comprendre comment on identifie son installation, quelles petites vérifs on peut faire soi-même, et surtout en sécurité. Ça, c'est crucial. Ouais, informer, ça change tout. Et ça commence par une priorité absolue, même avant de penser à la température de l'eau. Vous mettez le doigt sur un point hyper important. Avant même de se demander pourquoi l'eau est froide, si on a une installation au gaz, il y a un signal d'alerte qu'il faut jamais ignorer. L'odeur de gaz. Ah oui. Alors là, Si on sent ça, même un petit peu, zéro hésitation. C'est impératif et immédiat. On ouvre les fenêtres en grand, on aère, on sort de chez soi vite. d'accord. Et attention, sans toucher aux interrupteurs, ni aux appareils électriques, pas d'étincelles. Une fois dehors, en sécurité, là on appelle le numéro d'urgence gaz. La source donne le 0800 42 43, c'est la seule chose à faire. Point. La sécurité avant tout. C'est très clair. Sécurité d'abord. Bon, une fois ce risque écarté, ou si on n'est pas au gaz, c'est quoi la première étape pour comprendre d'où vient le problème? Alors, la base, c'est de savoir quel type d'appareil on a. Chauffe-eau électrique, chauffe-eau à gaz, ou alors est-ce qu'on dépend d'un système collectif, pour tout l'immeuble? Pourquoi c'est si important? Parce que les vérifications, les pannes possibles, les risques même, c'est complètement différent. Essayer de dépanner un chauffe-eau électrique comme un modèle à gaz, au mieux c'est inutile, au pire c'est dangereux. D'accord. Alors comment on fait la différence? Il y a des signes visibles? Oui, souvent c'est assez facile à voir. Le chauffe-eau électrique, le cumulus quoi, ou le ballon. Le gros ballon blanc. C'est ça, souvent un gros cylindre vertical, blanc, oui. On voit bien les câbles électriques qui arrivent dessus. Lui, il stocke l'eau et la chauffe avec une résistance électrique dedans. Ok, ça c'est pour l'électrique. Et le gaz? Le chauffe-eau à gaz, lui, il peut ressembler un peu à une chaudière neurale, plus petite, ou parfois aussi à une cuve, un peu comme le ballon électrique. D'accord. Mais la grosse différence, c'est qu'il est relié à un tuyau de gaz, souvent métallique ou parfois jaune. Et puis, il y a une étiquette de sécurité dessus qui dit quel type de gaz il utilise. Mhm. La source mentionne un marquage SVGW, qui est un signe de conformité à certaines normes suisses apparemment. Et sur les anciens modèles, parfois on voit une petite flamme bleue, la veilleuse, à travers une trappe. D'accord. Et le troisième cas, le système collectif. Alors là, c'est le plus simple à repérer. Par absence, en fait. Il n'y a rien dans le logement. Pas de ballon, pas de chaudière murale dédiée à l'eau chaude. L'eau chaude arrive directement, produite ailleurs, dans une chaufferie commune. Bon, ok. Identification faite. Disons qu'on a un chauffe-eau électrique. Qu'est-ce qu'on peut vérifier soi-même, raisonnablement? Premier réflexe, le tableau électrique. Le général de la maison ou de l'appart. Ok. Le chauffe-eau, il a son propre disjoncteur normalement. Faut vérifier s'il est bien sur on ou i. En haut, quoi. Il a peut-être sauté, ça arrive. Une surcharge, un petit défaut. Simple vérif. Et si le disjoncteur est bien en place, mais toujours pas d'eau chaude? Alors l'étape suivante, c'est de regarder le contacteur jour-nuit, si on en a un. Souvent, il est juste à côté du tableau. Ah oui, ce petit module. C'est ça. Il a souvent 3 positions. Auto, pour chauffer aux heures creuses, moins cher. 0 pour arrêt total. Et I, la marche forcée. Faut essayer de le mettre sur I. I comme immédiat. C'est un peu l'idée, oui. Ça force le chauffe-eau à démarrer, quelle que soit l'heure. Si on fait ça, après, faut tendre l'oreille près du ballon. Et on écoute quoi? Un petit bruit, un léger bourdonnement. Ça veut dire que la résistance chauffe. Si on entend ça, c'est bon signe. Faut juste être patient le temps que l'eau chauffe. Mais si, même en marche forcée, il n'y a rien, silence total, le ballon reste froid, on fait quoi? Avec précaution, j'imagine. Ah oui, la précaution majeure. Si au tableau ça n'a rien donné, on peut regarder au niveau du thermostat du chauffe-eau lui-même, mais attention, hein. Avant de toucher quoi que ce soit sur l'appareil, et surtout avant d'enlever le moindre cache, il faut impérativement couper le courant de ce chauffe-eau. Au tableau électrique, on met son disjoncteur sur off ou 0. C'est non négociable, le risque d'électrocution est réel. D'accord, sécurité d'abord, on retient. Donc, courant coupé. On cherche quoi une fois le capot enlevé, s'il y en a un? Oui, souvent il y a un capot en plastique en bas. Dessous, il y a le bloc électrique, le thermostat.
Et sur beaucoup de modèles, il y a un petit bouton, parfois rouge, parfois un peu caché. C'est un bouton de réarmement de sécurité. Ah, Faut le chercher et appuyer dessus assez fermement. Ce truc-là, il coupe le chauffe-eau s'il surchauffe. Ça peut arriver s'il y a trop de calcaire, par exemple. Le réarmer, ça peut le relancer. et si on trouve pas ce bouton? Ou si on appuie et il se passe rien? Ben, si on le voit pas, ou si ça fait pas clic, par exemple, alors on remet bien le capot, on retourne au tableau, on remet le courant, et on voit. Certains se réarment peut-être tout seuls après avoir refroidi. Mais bon, Mais si après tout ça, disjoncteur OK, marche forcée tentée, réarmement essayé, courant coupé bien sûr, et toujours pas d'eau chaude. alors là, on a fait le tour de ce qu'on peut faire soi-même sans risque. Le problème est plus sérieux. Résistance HS, thermostat défectueux, un souci de fil, bref, il faut appeler un pro. Électricien, plombier chauffagiste, un pro qualifié. OK, le parcours pour l'électrique est assez clair. Maintenant, si on a identifié un chauffe-eau à gaz, là, la prudence, c'est encore autre chose, non? L'approche est différente. Ah oui, complètement différente. Avec le gaz, la règle d'or, c'est on ne touche jamais soi-même au robinet d'arrivée de gaz, aux vannes, aux pièces internes de l'appareil, si on n'est pas un pro certifié gaz. Jamais. Les risques sont trop grands. Fuite, explosion, intoxication. D'accord. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut vérifier sans danger quand on n'y connaît rien? Un truc simple, vérifier si le gaz arrive bien dans le logement. Si on est une cuisinière à gaz, par exemple, on essaye d'allumer un brûleur. Si ça marche, on sait au moins que le problème vient spécifiquement du chauffe-eau. Logique. Et sur l'appareil lui-même, pour les anciens avec veilleuse ou ceux avec un allumage électronique? Alors là, la seule chose à faire, c'est de regarder très très attentivement la notice du fabricant. Le mode d'emploi. Si la notice décrit comment rallumer la veilleuse ou comment réinitialiser l'allumage, on peut essayer, mais exactement comme c'est écrit. Et, point crucial, si la veilleuse ne tient pas, même après avoir suivi la notice, ou si l'allumage électronique échoue, on arrête tout. On n'insiste surtout pas. Pourquoi c'est si important de ne pas insister? Ça peut être dangereux? Oui, parce qu'un échec répété, ça veut souvent dire qu'un système de sécurité a un problème. Le plus souvent, c'est le thermocouple. C'est une petite pièce près de la veilleuse. La chaleur de la flamme crée un petit courant qui maintient le gaz ouvert. Hmm. Si la flamme s'éteint ou si le thermocouple est fichu, le courant s'arrête et ça coupe le gaz. C'est une sécurité. Si on force, alors que ça ne tient pas, on risque une accumulation de gaz. Donc non, on n'insiste pas. D'accord. D'autres choses à vérifier? Visuellement, peut-être? Oui, toujours, sans rien démonter, et regardez si les conduits d'évacuation des fumées, la cheminée ou la sortie murale ne sont pas bouchés. Regardez aussi les grilles de ventilation dans la pièce. Il faut de l'air frais pour que ça brûle bien. C'est important ça, la ventilation. Essentiel. Une mauvaise évacuation ou ventilation, ça peut créer du monoxyde de carbone, un gaz super dangereux, invisible, sans odeur, mortel. Il faut aussi être attentif aux signes bizarres, une odeur de brûlé, des bruits inhabituels, sifflements, claquements, ou si l'appareil s'arrête tout le temps, se met en sécurité. Donc, pour résumer sur le gaz, on vérifie l'arrivée générale si on peut. On suit la notice uniquement pour rallumer. Et on arrête si ça marche pas, on touche jamais aux vannes, on jette un œil aux conduits et ventilation, et on fait gaffe aux signes suspects. C'est exactement ça. Et au moindre doute, à la moindre anomalie, odeur, échec de rallumage, bruit bizarre, conduit bouché, on arrête tout et on appelle un pro agréé gaz. Pas de risque à prendre. C'est très clair. Il nous reste le troisième cas, le chauffage collectif. Pas d'appareil chez soi, l'eau chaude vient d'ailleurs. Là, on fait quoi? Alors là, la démarche est un peu différente, plus collective, justement. Premier test tout bête. Est-ce que l'eau froide coule normalement? Si oui, ok, le problème c'est bien l'eau chaude. D'accord. Deuxième étape, et elle est clé, aller sonner chez les voisins ou leur passer un coup de fil. Est-ce qu'ils ont de l'eau chaude, eux? Le fameux test du voisinage. Et selon la réponse, ça nous oriente. Exactement. Si les voisins n'ont pas d'eau chaude non plus, il y a de fortes chances que ce soit une panne générale de l'installation collective. La chaufferie de l'immeuble est peut-être en rade ou en maintenance. Et dans ce cas, Dans ce cas, il faut contacter le syndic, le gestionnaire de l'immeuble ou le gardien, s'il y en a un. C'est eux qui gèrent ça avec l'entreprise de maintenance. logique. Mais, et si les voisins, eux, sont en train de prendre leur douche bien chaude? Là, le problème est chez soi. Oui, là c'est pour soi. Si on est le seul touché, le problème est dans le logement. Et très souvent, surtout si l'eau est dure, calcaire, Oui, c'est un souci au niveau du robinet.
Surtout les mitigeurs thermostatiques, ceux avec une poignée pour régler la température pile-poil, le calcaire pour bloquer le mécanisme à l'intérieur et il ne laisse plus passer l'eau chaude, ou il fait mal le mélange. Ah, le calcaire, encore lui. Et même si c'est juste mon robinet, dans un immeuble collectif, je contacte qui? Le plombier direct? Même si ça semble être juste le robinet, en collectif, la bonne pratique, c'est souvent d'en parler d'abord au gardien, au gérant ou au syndic. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent peut-être déjà le problème, ou ils ont un contrat avec un plombier spécifique pour l'immeuble. D'accord. Et puis, parfois, pour intervenir sur un robinet, il faut couper l'eau, même brièvement, et ça peut impacter les voisins. Donc, passer par le gestionnaire, c'est souvent le plus simple et le plus correct. Bien compris. On a fait le tour des pistes pour chaque système. Si on devait résumer la démarche avant de se dire « bon, là j'appelle », c'est quoi la séquence? Alors, la séquence logique, ce serait 1. Sécurité gaz, odeur, on aère, on sort, on appelle le numéro d'urgence. C'est la base. Oui. 2. Identifier le système. Électrique, gaz, collectif, c'est crucial. 3. Si c'est électrique, on check le disjoncteur, puis le contacteur en marche forcée. Si ça marche pas, on coupe le courant et on essaye le petit bouton de réarmement sur le chauffe-eau. Mhm. 4. Si c'est gaz, on vérifie l'arrivée générale, gazinière, on suit seulement la notice pour rallumer sans forcer. On vérifie l'air et l'évacuation. Et surtout, on touche pas aux vannes. 5. Si c'est collectif, on vérifie l'eau froide, puis on demande aux voisins. Parfait. Et le moment où on se dit « ok, là j'appelle », quels sont les signaux clairs qui disent qu'il faut arrêter les frais et prendre le téléphone? Ils sont assez nets, en fait. Pour l'électrique, si après les vérifs de base, disjoncteur, marche forcée, tentative de réarmement en sécurité, ça ne marche toujours pas, là, c'est un pro. Ok. Pour le gaz, toute anomalie, le moindre doute, odeur, échec de rallumage même en suivant la notice, bruit bizarre, l'appareil qui se coupe tout le temps, un conduit qui semble bouché. Dans tous ces cas, c'est appel à un pro agrégaz et sans attendre. C'est urgent. D'accord. Très clair. Et pour le collectif, si la panne est lunérale, on contacte le syndic gérant, ou si elle est juste chez soi, mais qu'on ne peut rien faire comme un mitigeur bloqué qu'on ne sait pas démonter ou détartrer. En gros, on fait les vérifs simples et sûrs qu'on peut faire. Et dès qu'on bute, ou surtout dès que la sécurité est en jeu, avec le gaz en particulier, on passe la main. Sans hésiter. C'est exactement ça. C'est la démarche la plus raisonnable. Essayer d'aller plus loin, de bricoler, ça peut non seulement ne servir à rien, mais ça risque d'aggraver les choses ou de créer un vrai danger. Le pro, lui, il s'est diagnostiqué et réparé en toute sécurité. Bon, eh bien, je crois qu'avec cette feuille de route, on se sent un peu moins perdu face à une panne d'eau chaude potentielle. Savoir par où commencer, quoi vérifier, quand s'arrêter, ça aide à gérer l'imprévu plus méthodiquement, moins dans le stress, quoi. Exactement. On transforme un moment pénible en une procédure un peu logique. Et d'ailleurs, au-delà de la panne elle-même, cette situation, ça pourrait être l'occasion de penser à autre chose. Ah oui, exact. À quoi donc? À l'entretien préventif. Un chauffe-eau, électrique ou gaz, ça demande un minimum de maintenance pour bien fonctionner et durer. Et surtout pour être sûr. L'entretien. Oui, pour le gaz, un entretien annuel par un pro, c'est souvent obligatoire légalement, mais c'est avant tout pour la sécurité et pour que ça consomme pas trop. Pour l'électrique, un détartrage de temps en temps, ça peut vraiment prolonger sa durée de vie et éviter les surchauffes justement. Donc, anticiper. C'est ça, cet entretien préventif, ça peut éviter pas mal de pannes comme celle dont on parle et ça assure la tranquillité sur le long terme. C'est une excellente remarque finale. Mieux vaut prévenir que guérir, ça s'applique parfaitement ici. L'entretien régulier, c'est un peu l'investissement pour éviter la douche froide demain. Merci beaucoup pour cet éclairage très concret et ces conseils vraiment utiles. Avec plaisir. Et on espère que cette exploration vous donnera quelques clés pour faire face plus sereinement à ce genre de petits désagréments quotidiens. À très bientôt pour une nouvelle analyse.